bonjour à tous ceux qui nous rejoignent donc en virtuel. Donc on va attaquer cette troisième plénière qui va porter sur les perspectives de la RISP, quoi développer pour améliorer les systèmes dans la durée, quel type de connaissances produit la recherche interventionnelle en santé des patients. Donc il sera animé par une grande dame de la recherche interventionnelle en santé des populations, celle qu'il a créée, Louise Potvin, avec la participation de Denis Roy, qui nous vient du Canada, que je remercie vivement d'avoir fait l'effort de venir, et puis également Sabine Dutheil, notre coprésidente que vous connaissez, et François Alain, que vous avez découvert ce matin. Louise, c'est à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir que tu te rendes compte à un moment donné que je fais 1,55 m pour ce qui est de la grande dame, on repassera. Merci d'être là. Merci à nos trois panélistes. Puis la façon dont on va travailler cet après-midi, chacun est parti avec la question et va prendre position pendant 7 à 8 minutes, sans diapo, comme ça, ad lib. Et après ça, on engagera la conversation avec eux pendant 20-25 minutes et on ouvrira après aux participants de la salle et du Zoom. Et je vous rappelle que si vous voulez faire parvenir vos questions, c'est le 07 67 99 79 57. Bingo. On pourra lire vos questions. Alors, je vais commencer avec Denis. On a parlé beaucoup des décideurs ce matin. Et puis, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais il y en a un. Denis est vraiment un décideur. Peut-être juste, Denis, prendre 30 secondes pour nous expliquer qui tu es dans la hiérarchie de la santé au Québec. Alors, je suis juste ici. Est-ce que vous m'entendez? Parle dedans. 1, 2. Bon, très bien. Alors, avec le masque et tout ça. Donc, moi, en fait, je suis un expert peut-être de l'aide à la décision. Donc, j'habite un monde à proximité des décideurs et je dois comprendre leur code et les influencer pour qu'ils, dans le fond, prennent des décisions éclairées par la connaissance. Et je côtoie de près la connaissance structurée et codifiée, mais aussi ceux qui la produisent et ceux qui l'interprètent pour en tirer des recommandations pour appuyer la décision. Donc, c'est ce monde-là que j'habite. Je l'ai habité depuis 35 ans, peut-être, de façon plus affirmée, à différents niveaux, dans un institut de santé publique qui s'intéressait à la prévention primaire, principalement, dans un organisme d'évaluation des technologies qui s'intéressait plus aux pratiques cliniques et organisationnelles, et maintenant dans une posture d'évaluation, appelons-la systémique, des programmes que déploie le système public de santé québécois. Donc, tu te situes vraiment en tampon entre l'universitaire et le décideur, que tu es un peu l'éminence grise. Oh, un expert des interstices, peut-être? Et de quelle connaissance ils ont besoin, les décideurs, et sous quelle forme faut-il la leur mâcher? Et de quoi ont-ils besoin de savoir? En fait, c'est une... J'avais des notes, moi, là, je t'ai préparé, mais c'est parfait. Non, mais c'est correct. Tu peux partir de tes notes. En fait, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas intéressés uniquement qu'à la connaissance scientifique codifiée comme celle que l'on produit généralement. Ils s'intéressent d'abord et avant tout à l'expérience vécue des gens qui les élisent ou des gens que, dans le fond, dans l'appareil technocratique, qui doivent être nos véritables clients. On est là pour servir le public, à quelque part. Donc, il y a une assez grande ouverture, en fait, à une diversité de connaissances dans les instances décisionnelles chez nous. Et ce que je suis assez content d'avoir apporté, je pense, à cette pratique-là de l'aide à la décision, c'est d'avoir professionnalisé cette mixité des savoirs et la façon d'en abstraire des recommandations. Donc, nous, on a systématisé, par exemple, à l'Institut d'excellence, qui est l'homologue de la HAS ici en France, comment on allait mettre ensemble les savoirs scientifiques, expérientiels et contextuels, donc plus en lien avec l'environnement organisationnel et sociopolitique,
pour qu'à partir de ces 3 formes de connaissances et des critères objectifs, on puisse structurer des recommandations justes et raisonnées. Donc, c'est un vrai travail professionnel et il y a des fondements scientifiques, notamment en éthique de la décision, qu'on a exploité pour arriver à ça. Et on a construit des pratiques professionnelles prévisibles, ce qui était un défi parce que, puis j'arrête là-dessus, les pharmaciens œuvraient dans un monde avec une forte prédominance du savoir scientifique. Les sociaux, là, les psychosociaux, eux, ils donnaient une pondération beaucoup plus importante au savoir expérientiel. Et les décideurs, eux, étaient très préoccupés par les savoirs organisationnels et l'acceptabilité, la faisabilité du changement et tout ça. Et souvent, c'était difficile, dans une même organisation, d'arriver avec des recommandations harmonisées. Donc, moi, j'ai dû travailler à créer cette harmonie. Je suis parvenu en partie. Hein, c'est pas une seule personne qui peut faire ça, mais enfin, l'idée, c'est qu'on avait une stratégie. Et j'ai beaucoup travaillé avec les méthodes, notamment, qui valorisent le point de vue des usagers et des patients, pour y le faire. Parce que ça légitimait une sorte de nouveau regard. Et j'ai misé là-dessus stratégiquement pour construire ces méthodologies-là. Donc, j'arrête là-dessus, parce que c'est une trop longue réponse à une très belle question. Ouais, mais j'aurais une sous-question. Et tu dis que tu as professionnalisé cet espace-là. Il est fait de quoi, cet espace-là? C'est quoi les leviers pour que ces savoirs-là se parlent? En fait, on a systématisé un processus d'évaluation. Quelle priorité adopte-t-on? Qui doit-on consulter pour documenter le scientifique? Qui et comment, là? Le scientifique, l'expérientiel et le contextuel. Quels critères utiliser pour codifier cette information dans un tout cohérent? Quels critères utiliser pour en inférer des recommandations justes et raisonnées? Et comment et à quelles conditions allons-nous reconnaître la valeur et réévaluer périodiquement la valeur? Donc, on a développé ce processus type. On a fait une gestion de changement à l'interne avec nos partenaires externes qui reçoivent nos recommandations pour convenir de ça. Et on a donc créé de l'harmonie au plan organisationnel, créé de la cohérence, créé de la prévisibilité, de telle sorte que maintenant, nos recommandations ont un air de famille. C'est un peu ça l'idée, hein? Mais il y avait des défis méthodologiques fins. J'imagine que pour un chercheur, par exemple, ça aurait été une théorie des méthodes mixtes ou quelque chose d'un petit peu plus achevé au plan scientifique. Puis j'aimerais qu'on vienne dans le cadre du panel sur ça parce qu'il me semble qu'il y a là un chantier pour la communauté que j'entends ici, de codifier mieux peut-être ces méthodologies-là. Chez nous, ça a été plutôt de les spécifier dans un processus prévisible et transparent, ce qui est déjà pas mal, je crois. Ce qui est déjà un bon pas, là. Qui fait quoi, comment et pourquoi? Merci. François, si on essaie de distinguer la recherche interventionnelle au plus près du patient et de la recherche clinique, ce serait quoi les paramètres pour distinguer ça? Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Enfin, il y a plusieurs façons de les distinguer. Bon, bien sûr, mais avant de répondre directement à la question, c'est important de les distinguer parce que c'est pas qu'un jeu, un jeu d'acteur ou pour se faire plaisir. C'est l'adage, dit tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Enfin, d'où l'intérêt majeur que soulignait Jérôme du papier que tu avais coécrit avec Pignot, je ne sais plus en quelle année, mais qui était extrêmement important de définir la recherche interventionnelle. Il existait déjà ce type d'approche ou de recherche, mais de le définir, lui donner un nom, ça lui donne aussi une existence. Et j'insiste, c'est important pour la France parce que si la recherche interventionnelle est en tout cas affichée dans les priorités, ça a été rappelé hier à la session inaugurale, aussi bien côté santé que côté recherche,
aujourd'hui, cette priorité a du mal à se concrétiser. Heureusement, enfin, voilà, j'allais dire les 3/4 des chercheurs du domaine sont dans la salle aujourd'hui, ou en tout cas ont une relation plus ou moins forte par l'INCa. Ça a été rappelé aussi hier, qui s'est engagé depuis plus d'une décennie sur le sujet. Mais quand on regarde aujourd'hui en termes de budget, en termes de formation, en termes de structure de soutien, etc., la recherche interventionnelle est encore en émergence. Donc, pour répondre maintenant directement à ta question, bien sûr, il y a une différence de champ. Hein. Je reprends la définition officielle du Code de la santé publique de la recherche clinique en France. C'est la recherche qui porte sur des personnes et vise au développement des connaissances biologiques et médicales. Finalement, on pourrait définir la recherche interventionnelle presque en miroir de cette définition de la recherche clinique. D'une part, le focus, ce n'est pas les personnes. Bien sûr, ça s'intéresse aux personnes, mais plutôt les communautés, les populations, les groupes de personnes, quelle que soit la façon de les définir. Deuxièmement, ça ne vise pas qu'à développer les connaissances, mais aussi et surtout à agir. J'y reviendrai tout à l'heure si tu me permets. Et enfin, on mobilise effectivement recherche interventionnelle des connaissances biologiques et médicales, mais c'est qu'une partie des connaissances que l'on mobilise, et depuis ces 2 jours, ça a été bien abordé, puisqu'on développe aussi des connaissances en termes sociaux, en termes environnementaux, en termes organisationnels, en termes de gestion, en termes économiques, etc. Donc finalement, rien qu'en reprenant la définition, on voit qu'on n'est pas dans le même monde, j'allais dire. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est qu'au-delà de cette différence de champ et d'objet, c'est surtout une différence de perspective. Et c'est ça qui me semble le plus important. Et parce que la recherche interventionnelle, en tout cas, c'est mon point de vue, mais on pourra en discuter, c'est de la recherche, donc c'est un objectif cognitif, produire des connaissances nouvelles, mais c'est aussi un objectif pragmatique, c'est-à-dire être utile à la décision, si pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quel que soit le décideur. Quand je parle de décision, c'est au sens très large, hein, c'est le décideur politique ou administratif, c'est le professionnel de santé, c'est le patient, c'est le citoyen. Et donc, en tant que chercheur de recherche interventionnelle, on n'est pas un chercheur détaché dans sa tour d'ivoire, mais on inscrit dans notre projet de recherche cet objectif de transformation sociale. Et ça, je pense que c'est aussi une des spécificités. Et tout ça pour dire que ça a un impact dans la façon même de concevoir et de conduire la recherche. Si, pour répondre vite et pour pouvoir te laisser poser d'autres questions sûrement, sur quelques mots-clés, si je devais mettre quelques mots-clés, c'est contextualiser. Par définition, la recherche interventionnelle est contextualisée, parce que ce qui produit un résultat, c'est une interaction entre des leviers interventionnels, des éléments contextuels, des caractéristiques, des préférences de la population, des professionnels. Philippe Terral, tout à l'heure, parlait de système interventionnel, donc c'est ça notre objet. Et donc, c'est contextualisé par nature, et ce qui fait une immense différence en termes de paradigme avec la recherche clinique. Puisque le modèle de la recherche clinique de l'essai randomisé en double aveugle, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec les vaccins et autres médicaments Covid, c'est la décontextualisation. On est dans une situation expérimentale à forte validité interne et on cherche à décontextualiser. C'est vraiment la démarche inverse en recherche interventionnelle. Et on a des fois de grandes discussions avec nos collègues de recherche clinique parce que avec cette différence de perspective, c'est aussi d'autres méthodes et d'autres approches qu'on va mobiliser. Et un deuxième point important qui fait la spécificité, c'est le côté partenarial de la recherche. Donc, je ne vais pas détailler, ça a été très bien abordé ce matin. Et le partenarial, je vais juste préciser par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, c'est que c'est à toutes les étapes. Ce n'est pas uniquement je vois avec le patient comment interpréter mon résultat, je caricature un petit peu, mais c'est dès le questionnement. Une vraie recherche partenariale, ce n'est pas le chercheur qui associe le patient ou la patiente à la question de recherche qu'il avait envie de poser. C'est finalement quelles sont les questions auxquelles les communautés de patients, quelles sont les questions auxquelles les communautés professionnelles ou les décideurs, quelles sont les questions qui se posent. Et comment, en tant que chercheur, je peux contribuer tout en ayant mes préoccupations de chercheur, mais à répondre à leurs questions et pas les associer à mes questions. Donc, ce n'est pas une nuance, c'est extrêmement important. Donc, le partenariat, c'est vraiment dès la conception même de la programmation de la recherche. Et ensuite, dans sa conduite, mais ça a été détaillé ce matin. Donc, moi qui ai des questions, je ne vais pas poursuivre là-dessus. Voilà, c'était pour donner quelques mots-clés sur ce qui, pour moi, différencie les deux champs. J'ai bien sûr été caricatural, hein, il y a des grands champs de recoupement. Et le sujet qui nous anime
ces 2 jours autour de l'accompagnement des patients. On est sur un sujet, bien sûr, avec un gros recoupement entre les démarches de recherche clinique et les démarches de recherche interventionnelle. Mais je pense que c'est quand même important de préciser ces points-là. Dirais-tu que la recherche clinique, si on reprend le patient, la recherche clinique, c'est un zoom-in dans le patient et dans ses processus biologiques, alors que la recherche interventionnelle serait un zoom-out? Le patient en contexte dans sa nouvelle vie et sa nouvelle réalité en lien avec un système de santé? Ça pourrait, tu as le sens des bonnes images, mais c'est une excellente image, oui. Mais elle est glissante, cette image-là, si je peux me permettre, parce que, en fait, c'est qu'on ne zoome pas sur la même réalité tout à fait. En fait, je proposerais que la recherche clinique s'intéresse à un type de résultat, alors que la recherche interventionnelle me semble considérer plusieurs autres résultats. La qualité de vie, le rapport à la douleur, la capacité d'accomplissement personnel en situation de crise, la pertinence des moyens aussi, le choix des moyens. Oui, il y a une molécule, mais il n'y a pas que ça. Oui, il y a l'imagerie, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres moyens auxquels j'aimerais faire appel. Et je trouve que ce focus sur un autre ensemble de résultats est une richesse dont on n'a pas encore tiré son plein potentiel pour positionner stratégiquement la recherche interventionnelle dans le nouveau contexte. Bien, justement, il y a quelqu'un qui peut nous informer là-dessus. Comment tu vois ça? De ton point de vue de patient, et non pas du point de vue des patients, mais de ton point de vue de patient. Bonjour. Merci à celles et ceux qui ont eu envie de m'inviter à réfléchir avec eux à la RISP et à ce 5e colloque. Ce fut un espace de collaboration et de co-construction dont on pourrait témoigner d'ailleurs. Je dois quand même vous avouer que je n'avais jamais entendu parler de cette recherche avant la proposition d'Iris. Ah, ça donne bien. Moi, je pensais que la recherche en cancérologie, c'était pas de la RISP. Alors, ça va bien. À mes questions lors de notre première réunion en Zoom, Jérôme a mis en avant l'articulation des savoirs. Ah, il y avait donc une recherche qui favorisait cela. Et cela sera même précisé dans l'appel à communication auquel certains d'entre vous ont répondu. Donc, je ne pouvais que m'associer à ce projet. Mais qui suis-je donc pour ne pas connaître cette science de l'action et des solutions, comme j'ai appris à la nommer depuis? De l'action et des solutions, avouez que cela a quelque chose de très prometteur. Je suis donc une patiente engagée dans le partenariat en santé. Intégrée dans une équipe d'oncologie, je suis à la fois partenaire des femmes touchées par un cancer du sein et partenaire de l'équipe des professionnels de santé à la clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux. À Montréal, on dirait père accompagnatrice comme Législaine Rouly, que j'ai écoutée avec beaucoup de plaisir ce matin, ou comme l'a présenté Marie-Pascale Paumet ce matin dans un atelier. Vous l'aurez donc compris, mon prisme médical, si j'ose dire, est principalement celui du cancer du sein. En effet, c'est un cancer du sein qui fait de moi une patiente encore en traitement à ce jour. Et c'est aussi le cancer du sein qui préside aux rencontres que je fais quotidiennement dans le cadre de l'ISA, l'Institut du sein d'Aquitaine. Mais avec vous aujourd'hui, c'est un autre prisme que j'ai envie de convoquer, c'est celui du partenariat en santé. En effet, depuis plusieurs années, je fréquente des lieux de formation avec une grande assiduité et ma pratique s'enrichit à la fois des apports théoriques, mais aussi des projets de partenariat auxquels je réfléchis et où participe. Claire Marin, que vous connaissez peut-être et qui est une philosophe, excusez-moi, dit que la survenue d'une maladie est un événement à la fois irruptif et disruptif. Irruptif parce que brutal, disruptif parce qu'il entraîne des ruptures. Et dans le cadre du cancer, je ne saurais dire mieux les choses. C'est pourquoi un accompagnement purement médical ne saurait suffire pour trouver les stratégies d'adaptation qui sont nécessaires pour permettre de faire face à tous les changements imposés par la maladie. Parce que, en effet, la maladie est une grande situation d'adversité et de vulnérabilité
qui peut affecter, qui affecte, on peut dire, la vie dans toutes ses dimensions. Or, souvent, les vulnérabilités se cumulent et de passagères, elles peuvent s'installer et impacter grandement la vie, mais aussi la qualité de vie. C'est pourquoi questionner les dispositifs de soutien des personnes touchées par un cancer et leur entourage, comme nous le faisons dans le cadre de ce colloque depuis hier, est essentiel, en gardant, il me semble, à l'esprit que les inégalités sociales sont majorées pendant la maladie. Alors, dans ma pratique quotidienne, le plus souvent, ce sont des femmes seules que je rencontre. Et pourtant, il y a parfois, souvent, pour ne pas dire toujours, avec elles, un peu, voire beaucoup, de leurs compagnons, de leurs compagnes, de leurs enfants, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, de leurs voisins. Et j'en oublie sans aucun doute. Comme l'écrit Anne-Marie Moll dans Ce que soigner veut dire, soigner, c'est prendre en compte la vie des personnes, leurs capacités et leur incapacité, mais aussi leur entourage et leur mode de vie. Alors si l'un des enjeux de la RISP est donc de penser les systèmes, les environnements dans lesquels évoluent les personnes, pour moi, et vous ne serez sans doute pas étonnés, l'un des principaux défis de la RISP est de s'assurer de la diversité des acteurs, qui devront aussi coordonner leurs actions. Parmi ces acteurs, il y a les patients, ceux qui vivent la catastrophe intime qu'est la maladie, ceux dont les savoirs sont incorporés et incarnés. Mais parmi eux, parmi les patients, et on en a parlé depuis 2 jours, il y a aussi tous ceux qui sont en marge, pour une raison ou une autre. Peut-être parce que vivant une situation de précarité, qu'elle soit sociale, financière, géographique, psychique. Ceux qui sont en marge, donc, sont rarement impliqués, parce que je crois vraiment que leur participation ne va pas de soi, parce que cette participation est probablement singulière et que cela suppose du temps et des efforts en vue d'un accordage possible. Marie Préau nous l'a rappelé ce matin, c'est une question de posture pour les uns et pour les autres. Alors oui, certes, il y a des recherches dites participatives, mais est-ce que les méthodologies de consultation suffisent ? Je ne le crois pas, quand bien même le souhait d'engagement est très variable d'une personne à l'autre et qu'il est important, essentiel de respecter ce souhait et de s'accorder sur le niveau de collaboration. C'est aussi Marie qui a pointé ça ce matin et ça me paraît important. Alors à la question, Louise, que développer pour améliorer les systèmes dans la durée ? Je répondrai volontiers le partenariat en santé afin de s'assurer de la diversité des acteurs et donc de l'articulation des savoirs que Jérôme m'avait promis lors de notre toute première réunion. Comment faire vraiment participer les patients et ceux parmi les patients qui sont en marge ? Comment identifier, caractériser leurs besoins avec eux ? Comment mettre en place des dispositifs de soutien avec eux ? Et enfin, comment, toujours avec eux, évaluer ces expérimentations pour pouvoir ensuite les modéliser et les déplier ? Et puis, je rajouterai, grâce à ce matin et aux interventions, vous verrez, j'ai été attentive, et convaincre les organisations et les financeurs en suivant. Pour favoriser un environnement favorable à la réduction des inégalités face à la santé et favorable à la réduction des effets des déterminants sociaux de la santé, il y a des acteurs qu'il me semble indispensable d'inviter, et merci François de l'avoir rappelé, dès le tout début d'une démarche d'intervention et pendant tout le processus de recherche, de façon systématique et continue. Ce sont les pairs aidants qui, par leur proximité expérientielle, partagent les problématiques, les questionnements et ont probablement capacité à mettre un climat de confiance en place. Il y a un a priori favorable à l'échange d'une expérimentation d'une intimité expérientielle, et ça c'est Simon en 2001 sous la plume d'Ève Gardien dans son livre. Les pairs aidants peuvent créer des ponts avec les personnes touchées par la maladie et leur entourage, et dans le dialogue qu'ils ont capacité à instaurer, certaines barrières que l'on connaît de la littératie peuvent être moindres.
Ils deviennent alors efficaces, des relais efficaces de la voix de ceux qui sont en marge et peuvent sans doute aider à formaliser les connaissances et ou les questionnements des invisibles, comme nous y a invité Philippe Terral ce matin. Il y a aussi les personnes engagées dans les associations. Denis et Louise, je pense que vous diriez les leaders communautaires. On dit assez peu ça chez nous. Il y a les associations de patients, certes, mais aussi les associations de défense des problématiques sociales. Ces personnes ont des savoirs très précieux, une compréhension fine des terrains d'intervention, une connaissance précise des vulnérabilités des personnes qui y vivent, mais aussi de leurs spécificités en matière d'accès aux soins. On aurait donc 3 sortes de partenariats possibles qui vont permettre une triangulation des perspectives dans les travaux de recherche. Les patients eux-mêmes, les pairs aidants, les associations, les communautés. Et je pense vraiment que ces acteurs peuvent devenir des agents de transformation des systèmes, et ce, dans la durée. Parce que pour améliorer les systèmes et les organisations, s'il est essentiel de penser les personnes dans leur environnement, comme nous l'avons répété plusieurs fois, il me semble important de développer le pouvoir d'agir de tous les acteurs de la recherche afin de mutualiser les puissances d'agir au service de la santé. Je continuerai tout à l'heure. Ah, bien sûr, bien sûr. Et merci de votre attention. Denis, comment tu réagis, toi, à ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire au commissaire à la santé? Laisser randomiser, ça ne marche pas? Moi, je n'ai pas d'objection de principe à laisser randomiser, mais disons que je n'ai pas le temps de m'en occuper vraiment. Mais ce que je dirais, la question de la durée est une question qui est centrale dans notre panel aujourd'hui, puis je vous inviterais, comme leader de ce mouvement-là, à réfléchir sérieusement à la question des résultats. Vous êtes beaucoup sur vos métaux et vos solutions. Peut-être, si on gagnait plus de clarté sur les résultats que ces solutions nouvelles vont apporter et leur importance, on changerait la conversation. Et c'est ce que je dis dans mes travaux actuellement avec la commissaire, qui est tout à fait d'accord avec moi. En fait, il y a une synergie autour de cette vision-là. En fait, il faut faire migrer la décision sur les résultats, beaucoup plus que sur les moyens. Et quand j'ai étudié avec soin la stratégie décennale, qui est magnifique, qui est très séduisante, mais qui est assez difficile à lire sous l'angle des résultats visés. En fait, on nomme réduction de mortalité, davantage de citoyens dépistés pour toutes sortes de conditions. Après ça, on tombe dans des métriques beaucoup plus approximatives de ce qu'on veut accomplir, avec une centaine de bonnes idées regroupées en 4 axes et tout ça. Moi, j'ai assez de métier maintenant, puis j'ai assez de recul pour pouvoir me permettre de dire publiquement que ces stratégies sont trop ambitieuses pour qu'elles produisent vraiment des changements significatifs à terme. Il va y avoir des progrès intéressants, des îlots de progrès dans un océan de statu quo. Et pour arriver à des vrais progrès, il faut focaliser sur les résultats. Et l'originalité de la RISP, c'est que vous vous intéressez à des résultats qui comptent pour les patients. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, on veut plus d'années de vie, mais vous êtes dans plus de vie dans ces années. Je réduis, là, hein? C'est plus compliqué que ça. Là, mais... on a vraiment besoin, pour lutter contre le cancer, il faut vraiment déplacer le curseur. Puis, je termine en disant un témoignage personnel. J'ai été, pendant 5 ans et demi, là, le premier vice-président de l'Institut qui évaluait les technologies. Et on a fait entrer dans le système de santé québécois plus d'1 milliard de dollars canadiens d'investissements nouveaux et récurrents dans des nouvelles technologies avec une proposition de valeur très ténue pour quelques personnes, en fait. Et au plan éthique, moi, j'étais en souffrance, littéralement, là-dessus, parce que je sais qu'on ne mettait pas les recommandations au bon endroit. Mais à l'INES, on évalue ce qu'on nous soumet. Donc, à quand ces nouvelles soumissions de recherche
ou d'interventions qui vont servir d'autres types de résultats pour de plus grands nombres de personnes. Qui décide des résultats de la recherche? Enfin, en tout cas, avant de répondre directement à ta question, je partage complètement ce qui a été dit, pas sur l'analyse de la stratégie nationale cancer, non, jamais. Mais sur le principe effectivement de résultats, et là je vais répondre directement à ta question. Enfin, ça a été un peu indiqué tout à l'heure. C'est le résultat du point de vue de celui qui le vit, j'allais dire, que ce soit un patient, une patiente, un citoyen, une citoyenne. Et effectivement, là, on est sur des indicateurs beaucoup plus globaux en termes de qualité de vie, de bien-être et autres. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire, pour premier élément. Deuxième élément, et c'est pour ça, je ne suis pas contre l'essai randomisé, j'en conduis, mais ça ne répond qu'à l'efficacité. J'allais dire en binaire, c'est efficace, c'est pas efficace par rapport à un placebo ou à une intervention contrefactuelle. Ce qui est plus intéressant, c'est aussi intéressant, c'est d'analyser les conditions de cette efficacité. Et ça rejoint sur ce que vous disiez par rapport aux personnes à la marge, aux inégalités et autres. Si on s'intéresse aux conditions d'efficacité, c'est aussi lié aux personnes, lié à leur entourage, lié à la densité de l'offre de soins, lié aux caractéristiques du territoire, à la littératie et autres. Et là, on est obligé de mobiliser d'autres méthodes et d'autres ressources. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur les résultats, moi, j'avais essayé d'argumenter pour la France, je n'ai pas réussi. Si on veut vraiment réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, parce que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas un texte qu'on dise qu'il faut réduire les inégalités sociales de santé, mais il faut aussi que les politiques et les décideurs soient évalués sur cet objectif. Et donc moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que la couverture de dépistage de cancer du sein, elle est de 80%, ou que tel ou tel indicateur est de tant de %. Et si, au lieu de dire « je veux une couverture de 80%, on dirait « entre le territoire le moins et le plus dépisté dans la région, je veux qu'il y ait maximum tant de points de différentiel ». Ça oblige à penser d'autres stratégies. Donc c'est pour ça que donc le résultat, c'est pas anecdotique, hein, c'est central. Selon ce qu'on imagine comme résultat, est-ce qu'on est dans le bien-être, est-ce qu'on est dans un résultat plus clinique, est-ce qu'on est sur des écarts ou est-ce qu'une moyenne, ça change complètement les stratégies qu'il y a à mettre derrière. Et pour prendre un exemple d'actualité sur la nature du résultat, on voit que toujours pour caricaturer un peu la différence recherche clinique, recherche interventionnelle, je pousse le trait, mais la gestion de la crise actuelle en France, on voit que c'est un prisme complet recherche clinique, complet épidémiologique, c'est-à-dire le résultat qui fait choisir couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, pas confinement, c'est un indicateur épidémiologique unique qui est une courbe de nombre de contaminations par exemple. Imaginez qu'on aurait pris comme résultat un résultat plus global sur la santé mentale des Français. Santé publique France a sorti cette semaine, ou sort cette semaine dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, la synthèse de l'évolution de l'anxiété, des syndromes dépressifs, des tentatives de suicide, etc. On aurait pris ce type d'indicateur plus global, et peut-être que du point de vue des Français, aussi ou au moins aussi important que les indicateurs épidémiologiques, on n'aurait peut-être pas pris les mêmes décisions. Donc c'est extrêmement important, et effectivement, que ce soit en termes de décisions cliniques au lit du patient ou de décisions de santé publique ou de politique générale, le résultat, c'est central. Enfin, je répète d'une autre façon ce que vous avez dit. Hein. Et puis, d'un point de vue de patient, c'est quoi, qu'est-ce que doit produire la RISP? C'est quoi les résultats attendus? Alors, il me semble qu'il y a des tas d'expérimentations qui ne sont pas dépliées, modélisées, et je pense que la RISP a toute son importance à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'évaluer quelque chose et d'être fier de ce résultat d'évaluation. Ça reste une science des solutions, c'est-à-dire que sur le terrain, ça doit se déplier. Et c'est Marie Prévost en a parlé ce matin aussi, c'est-à-dire qu'après coup, une fois que l'expérimentation a été expérimentée pour faire quelque chose de redondant et a été évaluée, l'important, c'est que l'expérimentation se poursuive auprès des premiers concernés. C'est la seule chose qui doit nous animer. C'est-à-dire, parce qu'au final, il s'agit bien d'améliorer la qualité de vie de chaque personne qui a affaire avec un système de santé, que ce soit pendant les traitements ou après. On peut s'accorder là-dessus. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de vie pendant la vie. J'aime bien, c'était un résumé, mais il est plus d'années de vie, mais plus de vie pendant ces années. Je la reprends volontiers parce que je la trouve très...
voilà, donc comment faire pour que ça se poursuive au-delà de on a fait un bon boulot et en plus on l'a bien évalué. Mais, et d'après toi, Denis, si tu dois orchestrer toi-même, est-ce que tu aimerais que la recherche te dise voici ce que les patients nous ont dit, voici ce que nous avons recherché et voici ce que nous avons trouvé? Est-ce que ça simplifierait ta vie? Et ça simplifierait la mienne et celle des décideurs avec lesquels je travaille. Parce que franchement, c'est une question de guidance du changement, c'est une question d'imputabilité pour les élus. Hein. Ils se posent ces questions-là. Tout le monde cherche le bien commun à quelque part. Oui, des fois, on se perd un peu dans des moyens, mais on se fait prendre. Mais ces intentions-là sont nobles et la recherche peut instrumenter d'abord la sélection des résultats. Je crois que, puis je suis très sympathique à cette idée que lançait Grégory plus tôt hier de systématiser les référents méthodologiques aussi. On veut que ce soit crédible. On ne cherche pas à tout comprendre du point de vue de la décision, mais on aime se rassurer que c'est bien fait. Et je crois que vous avez aussi la possibilité, avec l'approche RISP, d'éclairer les dynamiques de changement. On sait l'importance, par exemple, d'aligner la gouvernance, la gestion, la décision clinique, la participation, l'autoprise en charge et réciproquement d'accommoder l'émergence de nouveaux besoins par les patients, le développement de nouvelles innovations cliniques, la mise à l'échelle par la gestion et la gouvernance. Et il faut étudier ça. Ce matin, ça a été assez éloquent comme appel à l'action à cet égard-là. Puis moi, je suis absolument persuadé que les chercheurs ont une responsabilité à ce niveau-là. Il faut que vous nous aidiez à aligner tous vos mondes, en fait, aligner les systèmes complexes autour de résultats atteignables par des solutions novatrices. Et ça, c'est une responsabilité de la recherche. Ça a toujours été la responsabilité de la recherche. Et à mon sens, ça doit le demeurer. Et les chercheurs vont être heureux de financer ça. Donc, si on veut créer un appel de ressources aussi, il faut comme faire bouger le système. Parce que l'autre modèle d'affaires, il fonctionne très bien. On a mis 1 milliard en 5 ans, récurrent, dans le système de santé québécois, à financer quelque chose. Donc, on pourrait financer autre chose aussi, si on était convaincu, qu'on savait exactement ce qu'on doit financer. Moi, je suis assez persuadé de ça. Tu voulais répondre? Enfin, répondre, non, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais ça me permet de souligner, je rejoins le résultat, c'est à la fois ce qu'on produit en termes de santé, mais effectivement, c'est la capacité, au-delà de la recherche, à routiniser, à mettre à l'échelle, et c'est là où il faut arriver à avoir ces stratégies de changement organisationnel, mais qui doivent se penser dès la recherche, parce qu'effectivement, et la France est la spécialiste des dispositifs innovants. Dans ma région, dans le champ de la prévention au sens large, y compris prévention tertiaire, c'est 2500 actions financées par an. Sur ces 2500 actions, il n'y en a pas 2 ou 3 qui passent le stade de la routinisation, de la mise à l'échelle, parce qu'elles sont pensées indépendamment des dispositifs, indépendamment des organisations, indépendamment du cadre législatif, parce que c'est aussi l'avantage qu'on a en recherche, c'est qu'on a un cadre spécifique, indépendamment des nomenclatures et des cadres de financement, indépendamment des formations des uns et des autres. Et ça ne va pas, parce que si on construit une recherche comme ça, un peu hors sol, derrière, on n'a pas ce que vous dites, la routinisation, la mise à l'échelle, et une aide à la décision utile et concrète. Donc ça veut dire que dès le début, il faut aussi concevoir et l'innovation et la façon de l'évaluer dans cette perspective de dire après, finalement. Et donc, ce n'est pas forcément le design le plus pur sur le plan laboratoire, j'allais dire, mais c'est le design le plus proche de la vie réelle pour pouvoir... Voilà, dans un écosystème qu'on cherche à influencer. Et pour ça, effectivement, par rapport aux décideurs, on est très naïf, chercheur. On a l'impression, parce qu'on va amener un résultat probant, le décideur, il va... Non, c'est pas ça le bon élément, le bon argument. Sinon, le tabac serait interdit depuis très longtemps. Donc, il y a d'autres éléments qui comptent pour la décision. Et parmi ces éléments, comme vous dites, la crédibilité des résultats, ça, c'est important. Mais aussi sa faisabilité, le fait qu'il va réduire plus les incertitudes du décideur qu'en rajouter. Et ça, les chercheurs, ils aiment bien créer des incertitudes, à faire une conclusion pour dire ma recherche apporte ça et ça me soulève
36 nouvelles questions. Mais ce n'est pas ça qu'il faut dire aux décideurs. C'est voilà, très concrètement comment je vais répondre à votre problème d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un exercice difficile hein, de recherche interventionnelle, mais parce que ça ne doit pas être un exercice individuel, c'est aussi, en France en tout cas, une culture de recherche qu'il faut qu'on arrive à changer. Ça relève du collectif, et je ne parle pas que de l'interdisciplinaire en tant que différentes cultures de recherche, mais du collectif aussi sur les personnes qui sont autour de la table. On a parlé des patients, des chercheurs, mais c'est aussi les décideurs, les praticiens de santé publique, clinique, etc. Et ça relève aussi des organisations, et dans les organisations, c'est l'organisation macro, mais c'est aussi comment on s'organise, quels sont les métiers de transfert, quels sont les métiers qui font ce lien, etc. Ça ne s'invente pas. Parce que c'est vrai qu'on demande finalement aux chercheurs, comme on demande à toutes les parties prenantes, d'être un peu homme ou femme orchestre, d'être en capacité de faire un policy brief, une note de briefage, pardon, en québécois, voilà, pardon, ouais. de faire un policy brief pour le décideur, de communiquer, de faire une conférence de presse, d'aller travailler en proximité avec des patients ou éventuellement des personnes extrêmement vulnérables dans un contexte polyculturel, etc., etc. C'est pas possible seul, ça relève d'organisation et c'est ces organisations qui sont à construire. Sabine. Je ne sais plus ce que je voulais dire parce que finalement... oui, si je voulais dire que je pense que les patients sont une sorte de garde-fou, et vous m'excuserez le mot fou, mais si dès le départ ils sont là, je pense qu'ils ont capacité à faire en sorte que ça devienne concret après. En tout cas, de ne pas oublier ça parce que c'est les premiers concernés. Et je pense que c'est aussi une façon de ne pas s'arrêter à la recherche pour la recherche. Et on n'a pas eu de SMS sur des questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour nos panélistes? Si vous levez la main, il y a quelqu'un qui va s'approcher avec un micro. Sinon, on peut aussi continuer. Mais s'il y a des questions précises que vous voulez qu'ils abordent. Il y a une dame, là. Et pour les SMS, je vous rappelle que c'est le 07 67 99 79 57. Oui? Jeanne Aimé deux fois, présidente de France Asso Santé Martinique. En fait, on n'a pas du tout abordé le rôle des associations de patients. Parce qu'en fait, les patients, pour qu'ils aient une certaine assertivité, pour qu'ils soient représentants des usagers, patients pairs, patients accompagnateurs, il est important qu'ils soient portés, on va dire, par des associations qui les préparent et qui les projettent dans ces postures. Sabine, je sens que tu veux répondre à ça. Je dois être un mauvais exemple puisque je suis une patiente partenaire non affiliée à une association. Voilà, j'ai choisi la formation universitaire. Je crois qu'il est important de mutualiser ses savoirs, de les collectiviser avec ses pairs. Certains choisissent de le faire par la formation, d'autres par les associations, l'un n'excluant pas l'autre. En revanche, parmi ma petite solution pour améliorer les systèmes dans la durée, j'ai bien parlé des leaders communautaires ou des responsables d'associations ou des associations, que ce soit des associations de patients ou des associations qui défendent les problématiques sociales. Je pense qu'on est vraiment complémentaires et on a besoin de tout le monde autour de la table, absolument. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais Denis, à votre question. Tout à l'heure, quand j'essayais d'exprimer qu'on doit se centrer sur les résultats qui comptent pour les patients, il y a pour moi un nécessaire rendez-vous avec le monde associatif. Ça peut se faire à l'échelle individuelle, mais si on veut objectiver davantage, il faut avoir des groupes, il faut faire des travaux qui ont une certaine prétention à la représentativité. Et ça a été fait et ça devra l'être davantage. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment codifié et qu'on n'a pas rendu suffisamment explicite pour conduire le changement. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des tensions qui peuvent se construire. Sommes-nous
des collègues ou sommes-nous en compétition? Des fois, ça devient compliqué, en tout cas dans mon milieu. Dans notre agence, il y avait une tension politique avec le monde associatif autour de ça. Mais quoi qu'il en soit, ce que la contribution distinctive unique des associations me semble là. C'est-à-dire une capacité de véhiculer une compréhension des besoins et des résultats souhaitables pour un groupe de population défini. D'autres questions, commentaires sur le SMS? Donc, toute cette question de faire remonter des connaissances dont on a besoin, de comment les faire remonter vers la décision. Bien, je vais vous demander vos messages principaux. Si ce que vous retenez avec ce que vous avez entendu dans la dernière journée, en fait, si vous aviez un souhait à faire en termes de ce que la RISP peut apporter, ce qu'elle devrait faire, comment ou avec qui ou pourquoi, ce serait quoi? Bien, moi, je proposerais celle-ci, cette idée que on devrait accepter, comme M. Ivra nous invitait à le faire hier, on devrait accepter de toujours s'évaluer. On ne fait rien sans évaluer ce que l'on fait. Et c'est une condition essentielle pour avancer, mais c'est une condition extrêmement exigeante parce qu'on peut s'immobiliser. On n'a plus d'autre chose à faire que s'évaluer à quelque part. Donc, on ne peut pas faire ça. Je trouve que la RISP a un peu comme certains variants de la COVID, là, a intégré certaines mutations au code génétique de la recherche qui l'habilitent à accompagner le changement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'essai clinique est beaucoup moins agile là-dessus, on va se le dire. Hein? Donc, la RISP a cette agilité constitutive, je dirais, et si on pouvait, à partir de ces enseignements méthodologiques, apprendre à s'évaluer de manière plus systématique. Et quand on dit évaluer, c'est évaluer l'ensemble des actions portées par l'écosystème, pas uniquement ce qui touche une molécule particulière ou telle forme d'intervention, mais se regarder l'économie d'ensemble, l'action qui est en mouvement, où sont les ressources, où sont les actions vraiment porteuses d'amélioration, quels résultats ont réussi à influencer et dégager du sens de ça. Donc, accompagner aussi la capacité des décideurs, parce qu'on va parler des décideurs ici, mais de tous en fait, hein? Des patients, des cliniciens à la base, des gestionnaires, de ceux qui nous gouvernent, pour qu'on dégage une compréhension commune, la plus possible en tout cas, du sens de notre action collective et de ce qu'on doit modifier ensemble. Parce que les choix, là, il va y avoir des entreprises qui vont pousser sur leurs produits, il va y avoir des associations de patients qui vont pousser sur leur groupe d'intérêt, il va y avoir des cliniciens qui disent « moi, c'est ça que je veux faire ». C'est normal, c'est souhaitable. Ce sont des forces de changement, mais il faut les canaliser mieux par une activité réflexive qui est entretenue et qui pourrait reposer de plus en plus sur une sorte de « powered by Apple » ou « powered by Android », ou j'en sais rien, là, mais « powered by RISP », en fait. Hein? Donc, c'est un peu ça l'idée, là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un marché pour nos produits, qu'on n'arrive pas à bien les circonscrire et qu'on n'arrive pas... et qu'un coup qu'ils seront circonscrits, qu'est-ce qu'on peut produire? Où est-ce que exactement on peut amener du changement? Il y a un marché pour ça, puis il faudra tout simplement le mettre en marché et le formater parce qu'il y a là potentiellement une demande. Oui, François? Pour rebondir sur cette notion d'évaluation,
C'est essentiel et on a beaucoup parlé de recherche interventionnelle et de comment faire une recherche collaborative ou partenariale. Mais finalement, si on a une vision écosystème, c'est peanuts la recherche. Le principal financeur en France de la recherche interventionnelle, l'INCa, vous avez dit 70 projets ou des poussières en 10 ans, c'est ça ? Voilà, donc ça fait 7 projets par an. Si on rajoute les autres financeurs, ça fait 10 projets par an pour toute la France. Dans le même temps, il y a au moins 30 000 actions portées par des acteurs qui ne sont rarement évaluées par des résultats de santé, etc. C'est un gisement extrêmement important, pas simplement numérique, mais parce que c'est des actions qui sont nées du terrain, nées de besoins, nées de réalités, que l'acteur soit un patient, une association de patients, un professionnel de santé, un élu local, etc. Et donc, a priori, ce sont des interventions, des organisations qui ont plus de chances de pouvoir se routiniser, se pérenniser, être mis à l'échelle, parce qu'ils partent de la réalité, de la réalité du terrain. Et donc, si j'avais un vœu à faire, c'est peut-être, il y a besoin effectivement d'attirer, j'allais dire, à la recherche nos collègues praticiens, patients, associations, mais il y aurait peut-être aussi intérêt à attirer les chercheurs vers les actions, les décisions, les organisations en lien avec les collectivités territoriales, les associations, etc. Donc il faudrait réussir à faire ce double passage parce qu'il y a besoin d'injecter de la recherche si on veut des évaluations qui produisent des résultats crédibles, des résultats qui ont du sens, et en termes de santé, et en termes aussi médico-économiques, parce que c'est une réalité, et en termes d'impact social, et en termes éthiques, etc., etc. Donc je pense que le pont, c'est dans les deux sens. C'est vers la recherche, mais aussi comment externaliser la recherche, j'allais dire, enfin, c'est pas le bon terme, mais comment aller vers, pour reprendre l'expression de ce matin. Sabine. Moi, je me réjouis vraiment parce que depuis hier, autour de nous, tout le monde affiche la nécessité de multiplier les prismes pour croiser les regards, articuler les savoirs. J'espère vraiment que ce ne sont pas des mots valises parce qu'au final, parmi tous les projets que l'on a présentés, extrêmement rares sont ceux qui ont impliqué des patients ou des associations de patients depuis le début de la conceptualisation. Je vous promets que penser le partenariat, la recherche collaborative, participative, elle a plein de noms, c'est bien. L'expérimenter, l'essayer, le pratiquer, quitte à échouer et à recommencer, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Il me reste à remercier le panel, Denis, Sabine et François. Merci de votre générosité et de vos réflexions sur la RISP. Merci Louise.